Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc plutôt gonflé, puisqu'on va voir comment ça marche, les pneus. Ah, les pneumatiques. S'il y a bien un truc fondamental à moto, c'est les pneus justement. Parce que quand on y pense, si on prend la surface de contact vis-à-vis de l'adhérence qu'on lui demande d'avoir, c'est fou. Enfin c'est fou. Enfin c'est fou. C'est fou. En gros, on a 200 à 250 kg de ferraille et de plastique, plus un bonhomme qui gigote dessus n'importe comment. Tout ça qui vont à des vitesses inavouables, qui accélèrent, qui freinent, qui tournent sur les dimensions qui équivalent à la surface d'une carte de crédit, quoi. Je ne m'envole jamais sans elle. Donc vous vous rendez compte que le travail des pneumatiques à moto, il est juste énorme. Du coup, on va décortiquer tout ça pour voir comment ça marche. Déjà, petit cours d'histoire, les pneumatiques ont fait leur apparition vers la fin du 19e siècle, environ un siècle après la découverte du caoutchouc en Amérique du Sud. Et là, on a plusieurs firmes qui vont se lancer dans l'aventure en même temps que les moyens de déplacement modernes se développent. On a donc des marques comme Goodyear, Dunlop, Pirelli et bien évidemment Michelin qui vont naître avant même le début du XXe siècle et qui vont se spécialiser dans la fabrication de pneus en repoussant sans cesse leur performance et en innovant toujours plus. On a par exemple le premier pneu à sculpture en 1904, la première carcasse acier en 1936, la carcasse radiale 10 ans plus tard, le premier pneu tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air, en 1954, le premier slick en 1973 et le premier pneu bighomme en 1985. La meilleure année. Et toutes les évolutions que je viens de lister, on les retrouve encore dans nos pneus actuels finalement. C'est des technologies qui n'ont pas vieilli, qui font que se peaufiner. Donc on va voir un petit peu comment ça se compose un pneu. À la base, on a la structure du pneu, c'est ce qui va déterminer comment il peut et il doit se déformer. Parce que oui, un pneu moto ça se déforme, et pas qu'un peu vu les contraintes de malade qu'il subit. Et la trame de base de la structure, elle est composée soit de fils d'acier, soit de fils de nylon. D'accord, mais comment on sait si c'est l'un ou l'autre? C'est simple, quand tu pètes ton pneu, quand tu fais un gros burn, si ça fait des étincelles et que ça te cisaille ton passage de roue, c'est que c'était une carcasse acier. Par-dessus, on va retrouver la gomme, qui est tout sauf une simple bande de caoutchouc. C'est d'ailleurs peut-être même la chose la plus technique et chimique qu'on va pouvoir trouver dans toute la moto. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les fabricants doivent imaginer un nouveau pneu, ils doivent prendre en compte toutes les contraintes qu'impose son positionnement dans la gamme. C'est-à-dire que par exemple, un pneu routier, on lui demande de durer longtemps, de bien tenir sous la pluie et d'apporter un petit peu de confort. Un pneu sport, lui, par contre, il faut qu'il chauffe vite et il faut qu'il offre un maximum d'adhérence. Donc les ingénieurs, ils doivent composer avec toutes ces contraintes pour élaborer des mélanges de gomme qui vont répondre aux différentes problématiques. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'année après année, ils arrivent à repousser encore les limites et offrir toujours plus d'agréments et de sécurité pour avoir finalement les pneus les plus complets possibles. Par exemple, compte tenu de mon utilisation, moi j'ai tendance à préférer des gommes Route Sport et depuis plusieurs années, je suis assez fidèle à un fabricant japonais dont je tairai le nom. Ouais, ça commence par Bridge et ça se termine par Stone, non? Comment tu sais? C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. En tout cas, en presque 10 ans et 3 modèles qui se sont succédés dans la gamme, j'ai vraiment senti la différence et les évolutions. Alors pas forcément au niveau du grip, parce que ça c'est sa fonction première, donc ça il a toujours été bon là-dessus. D'ailleurs, c'est un pneu qui utilise la technologie bighomme, on a des flancs plus tendres pour une meilleure accroche et une bande plus dure pour la longévité. Non, ce que j'ai vraiment senti, c'est la durée de vie du pneu qui a augmenté. J'ai réussi à faire de plus en plus de kilomètres au fil des modèles, et puis l'augmentation du grip sur le mouillé. D'ailleurs, puisqu'on parle de mouillé, les sculptures sur le pneu, elles servent à ça, elles servent à évacuer l'eau et ne pas créer une petite pellicule entre la route et le pneu. Sinon, ça glisse et on tombe. D'accord. Donc globalement, plus il y a de sculpture, plus c'est efficace. D'accord. Mais vous connaissez l'adage pour le gruyère, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. C'est pareil avec les pneus. C'est-à-dire? Donc typiquement, un pneu super sport, il va avoir très peu de sculpture pour maximiser la gomme en contact avec le pneu et augmenter l'adhérence. Du coup, les quelques sculptures qui restent, elles sont juste là pour éviter de ne pas partir en aquaplaning si on se fait surprendre par la pluie. Mais voilà, globalement, c'est un pneu qu'on ne va pas utiliser par tous les temps, toute l'année. Puis bon, pour ce qui est des slicks, vous avez compris le principe, eux sont carrément interdits sur la route parce que dès qu'il se met à pleuvoir, ça se transforme en savonnette. En revanche, niveau grip, il n'y a pas mieux, et d'ailleurs, leur durée de vie en témoigne, généralement, ils durent rarement plus longtemps qu'une course. Ouais, en gros, il y a autant de types de pneus que de types d'utilisation. Ouais, c'est ça. Et pour s'y retrouver, c'est quand même un beau bordel. Heureusement, les constructeurs ont eu la bonne idée de noter tout plein d'indications sur les flancs des pneus. On va voir maintenant comment ça se passe pour lire un pneu en fait. Hop, alors par exemple, ça dit quoi? Ça dit déjà la marque et le modèle, donc là c'est un Michelin Pilot Road 4
avec toutes ces rainures, toutes ces sculptures pour la pluie. Ensuite, on a les dimensions. Là, c'est un 160 par 60. Donc 160, c'est la largeur en millimètres. 60, c'est la hauteur en pourcentage de la largeur. Donc c'est 60% de 160 mm. Allez, je vous laisse calculer ça. Dans 100% des cas, ça fait de l'effet. À 60%. Ça ne veut rien dire. Ensuite, ZR, c'est pour la structure. Là, c'est un pneu radial. Maintenant, toutes les motos ont des pneus radiaux, c'est mieux. Et ça n'a rien à voir avec les freins radiales? Non, ni les mètres cylindres radiaux. C'est un bordel. Donc ensuite, 17, ça c'est le diamètre de la jante. 17 pouces, c'est ce qu'on trouve sur la quasi-totalité des motos de route, hein. C'est un compromis, vu qu'en moto, il y a l'effet gyroscopique, c'est un compromis entre maniabilité et stabilité. Par exemple, des plus petits trous, comme on trouve sur des scooters, c'est beaucoup plus vif. Mais si vous avez déjà fait du scooter sur l'autoroute, c'est beaucoup moins stable. Ensuite, on va trouver l'indice de charge et la vitesse. Alors là, par exemple, c'est 69 W. Donc l'indice de charge, c'est le poids maxi que peut supporter le pneu. Et la vitesse maxi à laquelle il peut aller, ça c'est par rapport aux lettres de l'alphabet, plus elles sont élevées, plus le pneu peut aller vite. Donc ensuite, c'est précisé tubeless. Tubeless, c'est-à-dire que c'est sans chambre à air, hein, c'est étanche avec la jante. Ça, c'est mieux, globalement, c'est plus léger aussi, bref, ça résiste mieux. Il existe quasiment plus de motos avec des chambres à air, bon, surtout celles qui ont des jantes à rayons, en fait, puisque on ne peut pas faire l'étanchéité avec des rayons. Les super motards! Bon, on a aussi le sens de rotation, ça c'est le moment de monter le pneu, on va pas se tromper de sens, sinon ça évacue mal l'eau. Et puis dernière chose, c'est la date de fabrication du pneu, qui est exprimée en semaines et en années. Donc là, on a 32-20, donc 32e semaine de 2020, c'est-à-dire début août. Alors, il n'y a pas vraiment de date de péremption sur un pneu, en tout cas, au niveau des lois, ça change d'un pays à l'autre. Donc, un pneu qui est stocké correctement, on va dire que évitez de le prendre s'il a plus de 5 ans. Voilà. Vérifiez s'il n'est pas tout sec, s'il n'a pas des craquelures, c'est mieux pour la sécurité. Bon, je sais, je me répète, mais vraiment, les pneus, c'est l'élément primordial à moto, hein. C'est ce qui peut faire la différence, ce qui peut rendre une moto plus sûre ou au contraire la rendre plus dangereuse et causer une chute. Donc là, on va finir par 2-3 conseils utiles. Déjà, renseignez-vous bien sur quel type de pneus par rapport à votre moto et à votre utilisation. Et surtout, choisissez des marques connues. Voilà, lésinez pas sur la qualité. Des fois, pour 50 € de plus, vous aurez vraiment quelque chose de bien. Ensuite, petit détail qui peut sembler évident, mais je le rappelle quand même, évitez de dépareiller votre train de pneus. Tout simplement parce qu'un pneu, quand il est conçu, c'est pour travailler avec l'arrière qui lui correspond et inversement. Avec des pneus dépareillés, et là, je parle même pas de 2 constructeurs différents, hein. Ça peut être des fois juste 2 modèles de gamme différentes chez un même constructeur. Ça peut suffire à donner à votre moto un comportement flou, voire dangereux. Concernant la pression, ça on en a déjà un petit peu parlé, ça se contrôle régulièrement, au minimum tous les 15 jours, au maximum tous les mois, parce qu'avec des pneus sous-gonflés, votre moto va se retrouver beaucoup plus lourde et moins précise. Par contre, respectez bien les pressions préconisées par les fabricants de pneus, parce que c'est pareil, un pneu surgonflé, c'est pas bon non plus, ça va manquer d'adhérence, ça va pas suffisamment se déformer et ça va glisser. Pour votre pression, faites-la à froid, parce qu'une pression à chaud, elle est faussée, l'air se dilate. Enfin, en gros, de toute façon, selon votre utilisation, selon vos pneus, tout ça, ça se trouve très facilement sur Internet, la bonne pression, en cherchant un peu. Enfin, surveillez régulièrement l'état de vos pneus, tout simplement pour contrôler leur usure. Et ça se fait à l'aide du petit témoin présent dans les sculptures. Généralement, un pneu se change un peu avant d'arriver au témoin, parce que c'est là que le comportement va vraiment commencer à se dégrader. Déjà sur le mouillé, les structures seront peut-être plus assez profondes pour évacuer correctement l'eau. Et puis sur le sec, c'est la qualité de la gomme tout simplement qui va décliner et là aussi ça glisse et on tombe. Puis tout simplement, un pneu usé c'est aussi plus sensible aux crevaisons. Et ça c'est du vécu. Et je rajouterai qu'une fois que vous aurez changé vos pneus, n'oubliez pas, ça se rôde. Il faut enlever toute la paraffine de démoulage. Donc on va rouler doucement les 50 premiers kilomètres au niveau de l'accélération, au niveau de la prise sur l'angle. On y va progressivement et ça ira. Voilà, vidéo finie. On espère que vous avez appris quelques trucs, en tout cas que les pneus n'ont plus aucun secret pour vous. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce bleu, de partager aux potes. C'est encore le meilleur moyen de nous soutenir. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais en attendant, on est aussi sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. On poste plein de trucs, des conneries, des choses drôles ou pas, voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur Motorcycle. Merci le C'est une fin de tournage pour le pneu. Alors, faut savoir qu'en MotoGP, Sinon, tu l'aimes bien ma veste? Elle est pas un peu grande pour toi? tranquille, pourquoi?
Très bien.